Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chevalier, je suis professeur des universités, donc enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon, dans le domaine de la science des matériaux, et je suis directeur d'un institut Carnot, donc l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon. Et donc aujourd'hui, on est là ensemble pour parler du réseau Carnot, pour booster l'innovation des entreprises à l'international. Donc l'idée comment les instituts Carnot peuvent aider des entreprises à aller créer des marchés, se développer à l'international. Et on fera pour ça deux exemples assez illustratifs et emblématiques de partenariat R&D Carnot, entreprise pour un développement à l'export. Donc je serai accompagné, et très bien accompagné par Alexandre Bounou, qui est président de l'association des instituts Carnot, par Étienne Garderet, qui est directeur des partenariats industriels au CEA List, Yvan Méasson, qui est directeur d'une société qui s'appelle EasyBot, qui, on verra ce parcours après. Et donc Céline Saint-Olive, BAC, qui est aussi directrice d'une société qui s'appelle Noracar dans le domaine des matériaux pour le comblement osseux. Donc on souhaite aussi préciser que cette table ronde est enregistrée parce qu'elle s'inscrit également dans le cadre des rendez-vous de la Team France Export, donc en relation avec les CCI au niveau national, la BPI et donc la Team France Export. Et on remercie notamment la CCI Auvergne-Rhône-Alpes pour nous avoir convaincus de faire cette table ronde et nous avoir aidés à la mettre en place. Donc je vais commencer par discuter avec Alexandre Bounou, donc, qui est président de l'association des instituts Carnot. Peux-tu, Alexandre, nous présenter en quelques mots le réseau des instituts Carnot et en termes de mission, quel est son rôle dans l'écosystème d'innovation en France et l'ambition que l'AI Carnot, donc l'association des instituts Carnot, porte pour ce réseau d'excellence. Absolument, merci Jérôme. Donc, je suis effectivement le président de l'association AI Carnot. Je suis également le directeur du Carnot CEA List. Donc, à ce titre, j'ai une expérience de terrain justement sur le Carnot. Alors, pour revenir très rapidement sur le réseau des Carnot, le Carnot c'est un label qui est donné à des laboratoires de recherche qui font de la recherche partenariale publique-privée. Donc c'est un facteur de différenciation dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation, parce que la mission qui est portée, elle est bien celle-là, porter les technologies développées dans les laboratoires, justement pour être en support de l'innovation, du transfert de technologies pour les industriels. Ce réseau, il existe depuis 2006, puisque c'est un dispositif qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui continue évidemment à piloter ce dispositif. Je dois dire que ce dispositif, il a une vertu absolument, incroyable, dans le sens où le ministère, à partir du moment où ce réseau des Carnot, des 39 Carnot, il y a 39 instituts Carnot, est mandaté pour pousser cette recherche partenariale, voit les résultats chaque année. Ça se traduit évidemment par des contrats, de signature de contrats de collaboration. Les contrats de collaboration, ça va d'une thèse effectivement entre un industriel et un laboratoire de recherche, une thèse CIFRE. Ça va jusqu'à le laboratoire commun qui s'inscrivent dans la durée, des contrats cadres. Donc il y a des modalités extrêmement différentes de collaboration pour justement, avec les technologies, habilitantes des laboratoires, le besoin marché qui est exprimé par les industriels, on arrive à co-construire vraiment main dans la main des collaborations avec une finalité derrière. En chiffres, c'est quelque chose qui est assez impressionnant puisque le réseau des Carnot, je disais, 39 instituts. Alors certains sont, constitués par des instituts monolithiques, d'autres c'est plutôt des consortiums. Ils sont en termes de répartition sur le territoire extrêmement, partout. On couvre finalement tout le territoire français. On pèse en termes de nombre de contrats annuellement, c'est entre 11 000 et 12 000 contrats bilatéraux qui sont signés, c'est colossal.
Ça représente 55-60% de ce que les industriels, les entreprises financent en termes de recherche dans le domaine public. Ça concerne du coup une masse, un effectif de professionnels de haut niveau qui est assez aussi impressionnant. Ça fait 20% des effectifs de la recherche en France, c'est-à-dire 35 000 chercheurs, techniciens, administratifs, mais qui concourent tous à cette mission. Et puis derrière, il y a un impact. Alors au-delà de l'impact économique, qui pour beaucoup évidemment est évalué par nos partenaires industriels, en termes de création de valeur scientifique et technologique, ça se traduit par, comme vous pouvez le voir ici, pratiquement 1150 brevets annuellement, brevets prioritaires. Ça fait de ce réseau-là le premier déposant en France, même si effectivement il est, je dirais, constitué de pas mal d'instituts, pas mal de laboratoires. En termes de publications, c'est aussi impressionnant. 28 500 publications de rang A, c'est dans tous les domaines de la science. Et puis aussi, on a la capacité à créer de la valeur nous-mêmes pour aller sur le marché, c'est-à-dire la capacité d'essaimer par nos technologies pour créer des startups, les accompagner. On aura l'occasion de parler de cet exemple dans cette table ronde. Et là, ça fait à peu près une centaine de créations de startups par an. Donc, en somme, je le disais hier, c'est un réseau qui a une position unique dans l'écosystème de la recherche en France et qui permet aux entreprises d'accéder au meilleur de la recherche française. Merci Alexandre. Moi je trouve qu'il y a ces deux chiffres assez remarquables, hein. 20% des effectifs de la recherche publique et 55% des contrats avec les entreprises. Ça fixe les choses et quand on voit le nombre de publications de rang A, on se dit qu'on fait de la belle recherche et des belles questions scientifiques en relation avec des problématiques industrielles. On va parler, puisqu'on est là pour parler Carnot et international, on va parler du rôle et de l'accompagnement des entreprises françaises à l'international. Alors c'est vrai qu'on voit le contexte de mondialisation qui existe déjà et qui est croissant. Et en fait, on peut se demander quels sont les leviers dont les instituts Carnot peuvent bénéficier pour réussir cet accompagnement. Alors c'est vrai que ça paraît de façon native le fait que quand on travaille avec un industriel, il vient nous voir parce qu'on est capable d'apporter des innovations de rupture, des innovations de très haut niveau. Et très rapidement, celles-là, en fait, elles sont au meilleur niveau de l'état de l'art international. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, les produits, les services qui sont projetés par rapport à ces technologies-là sont à même, évidemment, d'être très compétitifs au niveau international. De ce point de vue-là, on donne des éléments de différenciation sur le marché local, domestique, mais aussi sur le marché international. Et d'ailleurs, quand on construit la trajectoire de collaboration, dont les définitions finalement des produits et domaines qui cadrent la collaboration, on est bien sur un domaine, un produit, finalement des territoires, et d'ailleurs l'API qui est générée, donc la propriété intellectuelle qui est générée dans le cadre de ces travaux, inscrit finalement des territoires où cette technologie a évidemment de la concurrence, où il faut la protéger, et on projette dès le départ justement cette vision à l'international. On a très souvent un certain nombre de pays européens qui sont indiqués pour ce produit-là, pour la technologie, les États-Unis, le Japon, l'Australie, et dès le départ, ces technologies déjà se projettent à l'export. Derrière, les partenaires avec lesquels on travaille, en fait, ils rentrent dans notre écosystème. La plupart du temps, ils nous accompagnent dans des projets collaboratifs et notamment des projets européens. Derrière les projets européens, il y a aussi l'intégration de nos partenaires dans ces écosystèmes dans lesquels il n'y a pas que des académiques européens, il y a aussi des entreprises, des grands groupes qui sont évidemment qui se retrouvent à travailler sur les mêmes sujets, et donc des vecteurs aussi d'internationalisation. Un point extrêmement important quand on parle de business, c'est la capacité à driver les réglementations
et donc à travailler sur les normes. Il y a un vrai déficit aujourd'hui de présence, je dirais, globale côté français dans les comités de normalisation au niveau européen, au niveau international, parce que c'est là où beaucoup de choses peuvent se jouer. À partir du moment où effectivement nous, on a cette, je dirais, cette culture d'être présent à travers un certain nombre de projets, parce qu'on est concerné en premier lieu, le fait de partir avec des industriels qui, eux, sont les bénéficiaires derrière de ces réglementations, de ces positionnements, permet justement de les amener sur cette capacité à se projeter sur ces marchés. Aussi, on a la question, j'ai parlé de l'écosystème. Aujourd'hui, on a, grâce à l'Europe notamment, mis en place des orchestrations d'écosystèmes territoriaux qui ont la capacité, en tout cas par construction, de se projeter dans d'autres territoires à l'international. Je veux parler par exemple des initiatives autour des Digital Innovation Hub, qui aujourd'hui sont à peu près partout, ils sont par région, il y en a pas mal. Nous, on a la chance à Paris-Saclay de leader le Digital Innovation Hub Paris-Saclay, qui s'appelle DigiHall, et qui permet d'acculturer autour du numérique et des technologies numériques des startups, des PME, en général des petites structures, avec l'idée de connecter ce Digital Innovation Hub par rapport à ceux qui sont en Europe, et à travers cette connexion-là, justement, les projeter potentiellement dans des marchés sur les technologies qu'on pourrait développer avec eux. La même chose pour les instituts technologiques européens. Il y en a pas mal sur des thèmes de la santé, le thème du manufacturing. Là aussi, c'est une orchestration qui est nationale, mais l'Institut étant européen, les projets se montent avec des acteurs européens, des industriels, et c'est aussi une façon de les projeter sur je dirais, des marchés qui ne sont pas le marché domestique. Après, on accompagne beaucoup, et notamment nos startups, sur les salons internationaux. Systématiquement, au CES, on a en général entre 5 et 10 startups qui nous accompagnent et qui ont l'exposition à l'international à travers ça. Et puis je termine par le fait qu'on travaille avec des entreprises internationales. Donc les Carnot ont dans leur portefeuille des acteurs de premier rang qui travaillent dans le cadre des projets de recherche. Et dans ce cadre, on a très souvent à proposer notre supply chain, c'est-à-dire les techno-providers qui sont capables de répondre à ce besoin de ces acteurs internationaux. Et justement, à partir de là, en fait, c'est une ouverture directe à leur marché. Voilà, en résumé, je veux dire, il y a pas mal de choses, mais les dispositifs sont pratiquement natifs. Le mindset, il est là. La vision, elle est, je dirais, c'est pas quelque chose d'annexe. Je pense qu'aujourd'hui, nos entreprises, et notamment les PME, elles souffrent de l'incapacité à grossir. Et pour grossir, il faut aller sur d'autres marchés. Les autres marchés, c'est l'international. Merci. Je crois qu'on est très clair sur l'apport que peuvent avoir les instituts Carnot, et on verra des belles illustrations très prochainement. Voilà, notamment bénéficier de cet état de l'art international, des réseaux qu'on a pu créer. Alors on peut se dire ça, c'est plutôt ce qui est actuel, et quelle est la stratégie des instituts Carnot pour encore consolider et soutenir cette approche-là? Alors, ça c'était... en fait, il y a une approche... qu'on pourrait généraliser à d'autres finalités. Moi, ce que je souhaite, c'est que beaucoup de nos industriels, ils ont des stratégies qui sont établies avec leurs équipes, et c'est leur métier, c'est tout à fait normal. Mais par contre, je pense qu'il y a lieu à partager en amont ces stratégies-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit dans une co-construction largement en amont des stratégies de développement de produits, mais aussi des stratégies je dirais d'aller vers des marchés qui sont pas les nôtres. Et pour moi, ça c'est un des sujets qui pourrait être traité justement dans les collaborations qu'on mettra ou qu'on met en place, pour que ces feuilles de route soient partagées en amont, que la stratégie soit partagée en amont, pour pouvoir apporter vraiment dès le départ des solutions qui répondent à cet enjeu d'international.
La même chose, j'ai parlé des normes, mais il y a un enjeu derrière, c'est ce qu'on appelle les brevets qui sont essentiels à des normes. Aujourd'hui, quand on compare la situation en Europe simplement, on voit bien que certains pays, les Fraunhofer typiquement, c'est un peu l'équivalent des Carnot, ils ont comptabilisé un nombre impressionnant de brevets qui sont essentiels à des normes. Là, je pense que c'est notre rôle, vraiment, d'avoir ce focus-là pour que, dès le départ, les dépôts de brevets, ces démarches-là, soient prises en compte pour justement imposer dans un certain nombre de secteurs cette notion de brevet essentiel aux normes, parce que de l'autre côté, ça donnera une capacité assez incroyable pour ouvrir des marchés. Je parlais des partenariats à l'international. Il faut jouer collectif. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France un certain nombre de dispositifs qui permettent de projeter nos startups, nos PME à l'international, parce que je parle de celles-là qui n'ont pas forcément aujourd'hui le réseau nécessaire pour y aller. Je pense qu'il faut qu'on articule nos moyens, discussion avec Business France. On a, dans le cadre des DIH, les CCI qui sont impliquées, c'est quand même elles qui font l'interface avec les entreprises. Donc ça, à mon sens, il faut renforcer cet élément-là. Le réseau, il y a aussi le réseau des Carnot. Je pense qu'il y a plus ou moins ceux qui ont cette démarche extrêmement structurée. Et là, c'est de façon plus générale, c'est le partage des bonnes pratiques, d'être nous-mêmes le relais d'un certain nombre d'initiatives. Et puis, enfin, moi, j'estime qu'on a la responsabilité de donner l'information à nos entreprises sur le plan de la science, des technologies émergentes, de faire de la veille aussi. Tout ça, c'est derrière une question de compétition, de concurrence, d'avantages compétitifs technologiques. Et je pense que ce que j'ai appelé l'intelligence économique doit être aussi un des enjeux qu'on doit intégrer finalement dans l'ensemble des outils que les Carnot utilisent pour arriver à réellement faire leur mission, c'est-à-dire la recherche partenariale avec une finalité des produits et des services sur le marché. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation claire de ce que sont les instituts Carnot, de ce qu'ils peuvent apporter à l'international et de la stratégie qu'on développe, et notamment en termes de feuilles de route partagées par exemple. On va passer à deux exemples concrets d'interaction entre un CEA et une entreprise. Et donc, on va parler avec Étienne Garderet, qui est directeur des partenariats industriels du Carnot CEA List, et avec Yvan Méasson, donc CEO de EasyBot. Et je vais donner la parole d'abord à Yvan. Voilà. L'idée étant, en fait, quand on a préparé notre table ronde, j'ai trouvé que le parcours d'Yvan était extrêmement intéressant et méritait d'être partagé. Donc voilà, Yvan, avant EasyBot, il y avait une autre vie. Quelle était cette vie? Alors, la vie avant EasyBot, c'était la vie au CEA déjà. Donc j'ai fait 16 ans au CEA au total, 6 ans comme ingénieur, puis chef de projet, 4 ans chef de labo, 4 ans BizDev. Et c'est pendant cette période-là de BizDev que je me suis découvert une fibre commerciale et entrepreneuriale, et que j'ai pu par moi-même aussi mesurer l'intérêt de la technologie qui était au CEA pour l'industrie. Voilà le parcours. Donc un produit 100% CEA et une création sur la base d'EasyBot, sur la base de brevets CEA également. Ok, donc CEA, EasyBot, on peut peut-être parler de l'historique. Étienne? Oui, absolument, bonjour. Le parcours, il est assez classique, hein, c'est-à-dire qu'il illustre bien justement la manière dont on sait, dans l'Institut Carnot CEA List, passer de l'idée au produit, hein, quelque part. L'aventure, elle commence aux alentours des années 2010, enfin, c'est pour un peu dater les choses. Hein. Ouais. Autour de technologies d'actionneurs qui sont à ce moment-là utilisées beaucoup dans la robotique, dans les milieux assez traditionnels type nucléaire, hein, de nos origines. Et l'idée, le concept, c'est d'appliquer cette technologie d'actionneurs innovante quelque part dans un concept innovant au travers de cobotique et dans le domaine du manufacturing. Donc c'est quelque chose qui est un peu divergent, hein, par rapport et on entame alors un parcours assez classique, donc je dis avec une espèce de preuve de concept de laboratoire au départ, qui se fait dans des cadres de financement
assez classiques type ANR, hein, et puis une maturation technologique pour monter dans l'échelle des TRL en s'appuyant sur des financements européens. Donc on a à ce moment-là une mise en visibilité de cette technologie qui se fait jour au niveau européen. Et puis se pose quand même la question d'aller jusqu'à une valorisation, hein, plusieurs voies de valorisation. On a une des voies possibles qui est d'externaliser cette technologie en la transférant à un industriel. Et puis dans un certain nombre de cas, le techno-provider n'existe pas, où on considère qu'on a suffisamment de valeur marché pour vectoriser cette valeur technologique. Et c'est là que typiquement Yvan Haller, responsable de partenariat industriel ou business developer, s'empare de cette idée d'aller jusqu'au bout de maturer cette technologie pour utiliser le vecteur de start-up avec, je crois, 1 ou 2 collègues du laboratoire déjà, et mature cette technologie jusqu'à un niveau suffisamment élevé dans un cadre d'accompagnement qu'on peut avoir au CEA autour de la création des start-up, pour amener cette idée jusqu'à un concept technologique clair, abouti, qui a un marché et qui a une offre de valeur suffisante pour créer EasyBot en 2017, je crois, fin 2016, je crois, techniquement, exactement. Voilà. Et depuis, EasyBot est un partenaire qu'on embarque donc désormais quasiment tout le temps dans toutes les initiatives qui peuvent faire appel à ce type de technologie, notamment dans des outils type Factory Lab ou autres outils qu'on utilise au sein de l'Institut Carnot Cévaliste. Ok, alors moi quand on a discuté un petit peu, j'ai compris qu'EasyBot c'était des robots collaboratifs, interactifs, donc notamment dans le domaine de l'ingénierie, de l'industrie, notamment pour la partie finition de surface, mais voilà, ça c'est mon œil de sciences des matériaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Yvan, sur la société? Oui, voilà, qu'est-ce que sont ces cobots et qu'est-ce que vous faites? Alors ce qu'on fait c'est du ponçage. C'est assez, assez pragmatique. Un mot sur l'actionneur. Quand on remet en question l'engrenage dans le robot, c'est vraiment comme si sur un ordinateur on dit tiens, je vais me passer de semi-conducteur, ça a l'air marrant. Donc il fallait déjà être un peu fou pour l'essayer, mais il fallait aussi très vite choisir des applications qui soient porteuses. On s'est dirigé vers les robots collaboratifs pour le ponçage parce que l'actionnement permet une sécurité optimale, génère un effort dans une direction donnée avec une bonne confiance, et donc naturellement on est arrivé aux tâches au contact et donc au ponçage qui n'avait pas évolué depuis vraiment très très longtemps. 3 objectifs. D'abord réduire les pénibilités sur les postes de travail de parachèvement, puisqu'il y a des vibrations, des efforts à fournir. Le deuxième, c'est augmenter la productivité, parce que ces tâches sont pénibles, particulièrement on le voit ici sous un avion, les 2 mains au-dessus de la tête, on le verra après en vidéo. Et la dernière, c'est qu'on avait largement sous-estimé dans un premier temps, c'est retrouver de l'attractivité sur les postes pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ramener des jeunes dans les postes industriels, et particulièrement des métiers carrossiers comme ça, c'est extrêmement compliqué. C'est encore plus difficile de les conserver. Donc nos robots répondent à plein d'objectifs, qualité, etc., comme tous les robots, mais particulièrement à ces 3-là. Et ils sont, on va le voir sur la vidéo juste après, Alors normalement, ouais, parfait. Ça m'a, j'ai eu un petit moment de flottement. Donc on voit la situation avant-après chez Airbus, sous la 350, situation de travail qui est extrêmement pénible, puisque l'opérateur ponce un avion complet, ils sont plusieurs bien évidemment, mais il ponce avec les bras au-dessus du cœur, au-dessus des épaules, donc il tétanise assez vite. Là ici, le robot qu'on a développé, qu'on a adapté à Airbus, mais que c'est exactement le même dans tous les marchés dans lesquels on évolue, c'est un système par lequel l'opérateur va pouvoir montrer 4 points et le robot va poncer ces 4 points. Et donc là, jusqu'à aujourd'hui, il y en a 6 à Toulouse, il y en a 2 en Allemagne. Et on continue le déploiement chez Airbus, toujours dans l'idée de gagner du temps et surtout de la qualité. Avec le Cobo, là, on est à 100% de qualité, alors qu'en manuel, c'est quand même un peu assez loin d'être le cas, du fait de la fatigue. Okay. Ça, c'est une première situation de travail. D'accord. Alors, un coup. Voilà. Et puis différents segments de marché qu'on a adressés depuis le début, toujours sur le ponçage, qui initialement était plutôt vu, dans mon esprit, c'était plutôt une preuve de concept pour pouvoir valider la technologie d'actionnement avant de rentrer dans des modèles plus classiques de diffusion de la robotique. Finalement, ça nous a complètement emporté parce que tout le monde ponce. Tous ceux qui peignent, tous ceux qui collent, à un moment ou un autre, ils traitent une surface. Donc on a aujourd'hui une 50aine de robots fabriqués, dont 40 en production, d'autres sont en location dans un parc locatif et d'autres en R&D. Mais vous voyez ici, aujourd'hui, on couvre essentiellement dans le transport, un large cas d'usage du bateau au spare part, au train lui-même,
avec une première mondiale, puisqu'on est les premiers à avoir mis des cobots en nacelle pour le travail en hauteur aussi à la SNCF. Et question, on va dire technique qu'on n'avait pas prévue, mais qui, enfin voilà, je dirais par intérêt un peu scientifique et technique. Est-ce que le robot donne un retour, par exemple, sur la qualité de l'abrasif? Parce que l'abrasif, au bout d'un moment, on imagine qu'il vieillit, qu'il se dégrade, et puis du coup, voilà, est-ce qu'on a un retour un petit peu sur ces aspects-là? On n'a pas intégré de retour pour le moment, parce que les capteurs manquent pour le faire. Par contre, on sait optimiser sa durée de vie en augmentant l'effort au fur et à mesure de la distance parcourue. Ouais. Et on a multiplié par 2,5 par exemple des durées de vie de certains abrasifs, ce qui donne plus de temps à l'opérateur en temps masqué, bien évidemment, et ce qui pourrait paraître contradictoire, parce que vis-à-vis de l'intérêt d'un Saint-Gobain, par exemple, qui entre au capital d'Izibo, est un avantage très important pour eux, parce qu'ils peuvent placer justement et montrer la qualité de leurs produits, et donc verrouiller quelque part l'application avec leurs produits par rapport à des produits plus bas de gamme, réputés, enfin beaucoup moins chers, venant d'autres pays par exemple. D'accord, super. Quel positionnement à l'international? Alors c'est un peu le début, parce que on a eu une petite crise sanitaire quand même, en plein milieu du démarrage d'Izibo. En 2020, pour l'histoire, on faisait une levée de fonds et on a dû recentrer cette levée de fonds sur le développement technique de nouveaux usages du robot, polissage, meulage, d'autres tâches au contact, d'accord, plutôt que l'effort commercial. Donc l'effort commercial, on le reprend cette année réellement avec l'entrée de Saint-Gobain au capital d'Izibo et la mise à disposition et de leurs moyens humains et financiers, puisqu'ils nous achètent des machines aussi, avec la volonté qu'ils ont de vendre le robot sous leur marque. Donc on est quand même présent, si on continue un peu le slide, je crois qu'il y a des transitions. Voilà. Ah oui. On en a 3 en Allemagne. D'ici à la fin de l'année, on a une bonne nouvelle, là, on en vend un en Chine, un en Italie et encore un autre en Angleterre. Donc ces pays s'ouvrent, on ne sait pas pourquoi tout de suite, mais bon, on va suivre les gros clients. C'est comme ça qu'on diffuse pour le moment. Et ensuite, il y a un projet 2024 au Mexique, ce qui est assez étonnant parce que le prix de l'heure là-bas d'opérateur est à 3 €. Moins cher que l'abrasif lui-même. Par contre, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et donc le robot répond à cet impératif de qualité plus qu'à un impératif de ROI horaire. Ok. Donc là, je pense qu'on a vu un très bel exemple de collaboration entre le CEA List et une entreprise en particulier. Étienne, peut-être quelques mots sur, peut-être plus général en fait, sur la diffusion de vos innovations à l'international. Un peu la picture donnée par Yvan sur le Focus EasyBot. On a aujourd'hui près d'une trentaine de startups qu'on a sur un peu le même modèle qui vend. Alors chaque histoire est singulière, mais elle embarque ou pas une compétence propre de l'Institut. Elle peut aussi s'adosser, donc transférer cette technologie encore une fois sur une start-up qui peut être portée par un porteur externe. Donc on a une trentaine de start-up aujourd'hui dont un certain nombre quand même ont une forte présence à l'international. Donc là je ne vais pas parler de tout le monde, mais on a une présence dans environ une quarantaine de pays. Ça embarque aujourd'hui plusieurs types de collaborations sur de la distribution d'outils logiciels type SIVA, qui est un logiciel quand même de référence dans le contrôle non destructif. Enfin, voilà, donc je vais pas détailler toutes les présences à l'international qu'on a, mais ça illustre quand même très concrètement le fait que on est manifestement dans une capacité à pouvoir donner un marchepied à ces activités à l'international. Oui, peut-être sur le suivant. Enfin, c'est juste pour revenir quelque part sur les fondamentaux que finalement Alexandre mettait en exergue dès le départ. Quelque part, il y a 2 piliers à cette réussite entre le besoin finalement de trouver de la technologie, de trouver son marché. C'est d'abord d'avoir une excellente capacité technologique à adosser à son produit. Donc ça, je pense que le label de l'Institut Carnot est justement là pour apporter cette... je ne vais pas dire garantie, mais enfin cette assurance qu'on sait qu'on va travailler avec un institut qui a une expérience, un savoir-faire, une méthode, une pratique, une histoire autour du transfert technologique. Et puis, comme le rappelait Alexandre, un écosystème qui met cette visibilité, et c'est quand même quelque part la visibilité qui donne aussi l'accès au marché, au travers, je le rappelais, dans les phases de développement, de type projet adossé à des financements européens, mais aussi à tout l'écosystème européen et pas que, qu'on peut avoir, notamment les présences dans des cercles normatifs dont parlait Alexandre. Voilà. Merci. Donc on va changer de discipline et on va changer d'application technique parce qu'on va parler maintenant de la collaboration entre Noraker et l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, donc notamment le laboratoire Mathéis.
un petit peu comme les collègues, Céline, est-ce que tu peux présenter en quelques mots, peut-être aussi d'ailleurs ton parcours, et puis aussi qu'est-ce que fait Noraker en termes d'activité? Alors, mon parcours, je suis ingénieure en physique et en bioingénierie et j'ai travaillé une douzaine d'années dans les laboratoires de recherche en industrie cosmétique et en industrie médicale, un peu partout, dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Allemagne et en Chine. Et puis en 2012, j'ai rencontré Noraker via la partie financière, en fait, via la family office en fait, qui avait investi chez Noraker quasiment à ses débuts. Et donc je suivais Noraker vraiment de la partie financière. En fait, je les conseillais sur leurs investissements. Et la techno m'a tout de suite séduit. Et donc ça, c'était en 2012. Et puis en 2015, le management de Noraker cherchait un second souffle. Et voilà, j'ai pris les rênes à ce moment-là opérationnelles de Noraker pour la relancer et faire ce qu'elle est aujourd'hui et j'espère encore demain. Ok, et le domaine d'activité de l'entreprise? Alors, est-ce que tu veux que je lance le film? Ouais, je peux passer le film. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que c'est assez technique. Ok, donc normalement il y a un film avec du son qui devrait être démarré. Parfait. Celle-ci, vous allez voir, est très étonnante. On l'appelle le BioVert. Ce matériau synthétique, notamment Vigorbal, permet à l'organisme de fabriquer de l'os, là, oui, en bien. Frédéric Kiop et Christian Conceptuel ont pu assister à une opération chirurgicale. Dans ce bloc de neurochirurgie, une opération très délicate sur la colonne vertébrale. Cette équipe médicale doit redresser le rachis d'une patiente d'une vingtaine d'années atteinte d'une scoliose sévère. Pendant 4 heures, à dos ouvert, le neurochirurgien va corriger la déformation à l'aide d'instruments métalliques, une cinquantaine de vis et 2 tiges servant de tuteur. Mais pour rigidifier définitivement la zone opérée, une greffe osseuse est nécessaire. Et pour une telle surface, le chirurgien ajoute un nouveau matériau synthétique, du BioVert. Le principe de la greffe osseuse va être d'obtenir un pont osseux entre toutes les vertèbres instrumentées. Pour réaliser cette greffe, on va utiliser le propre os du patient, mais ça ne suffit pas. Donc on va associer un substitut osseux comme le BioVert, ce qui va nous permettre d'avoir un volume osseux suffisant pour pouvoir réaliser la greffe tout le long de l'instrumentation. Au bout de quelques mois, les vertèbres opérées seront littéralement soudées entre elles, empêchant ainsi toute nouvelle déformation. Ce BioVert est fabriqué ici, dans cette PME de la banlieue lyonnaise. L'innovation tient surtout dans la composition du matériau, complètement assimilable par l'organisme. C'est un mélange de 4 céramiques, calcium, silicium, phosphore, sodium, spécifiquement construit pour, lorsqu'il est au contact du corps, naturellement stimuler la reconstruction osseuse du corps. C'est le corps en fait, qui va se reconstruire par lui-même et le verbe actif va être un booster de cette régénération cellulaire. Ainsi, le matériau va petit à petit être dissous par l'organisme. Les sels minéraux des petites billes vont être utilisés pour reconstituer de l'os naturel. Et quelques mois plus tard, le BioVert aura totalement disparu. Exemple, dans ce cabinet dentaire qui a couramment recours à ce matériau pour renforcer l'installation d'un implant, au bout d'1 an, les résultats sont très probants. Ça, c'est la partie qui a été régénérée. Ça veut dire qu'avant, c'était la poudre BioVert. Et là, désormais, ici, si on fait une étude histologique, si on fait un prélèvement, on va découvrir à peu près 50-70% d'os du patient. Entièrement synthétique et biorésorbable, ce matériau pourrait à terme remplacer les poudres d'os d'origine animale ou humaine actuellement utilisées pour effectuer ces compléments osseux. Ok. Alors, peut-être ce qu'on peut aussi dire, c'est que ça ne se limite pas qu'à ces petites particules et ces petites bibilles aujourd'hui et qu'il y a d'autres applications, d'autres types de matériaux, peut-être avant de passer à la genèse. Si j'ose dire, la colonne vertébrale de Noraker, c'est la régénération osseuse. Le principe, c'est d'avoir un biomatériau
synthétique, résorbable, qui est extrêmement bien tolérée par le corps. La poudre que vous avez vue est une application. Et nous, avec Jérôme et le laboratoire Mathéis, dès le début, l'idée aussi a été de trouver d'autres applications, d'autres façons de formuler en fait ce biomatériau, qui est, comme son nom l'indique, du verre, donc extrêmement difficile à mettre en forme, fragile. Et donc l'idée, c'était d'allier ces compétences-là avec des polymères, d'autres biomatériaux pour lui apporter de la résistance mécanique et d'allier tout le côté bioactivité à des propriétés mécaniques pour avoir un scope d'activité plus large. Donc on a aujourd'hui 2 entreprises quelque part assez jeunes. On parlait du début 2010 pour EasyBot. Là, c'est un tout petit peu plus ancien. Est-ce qu'on peut faire aussi un historique de cette collaboration, de la genèse? On va le faire à 2 voix. Ouais, si tu veux. Donc, NeurHacker a été créé en 2005 suite en fait à un brevet, un postdoc dans le laboratoire de Jérôme. Un brevet, alors le biomatériau et le bioverre n'a pas été inventé par NeurHacker, enfin n'a pas été inventé par Mathéis. Ça a été inventé aux États-Unis à la fin des années 70, donc c'est pas un jeune produit, mais comme toutes les innovations un peu radicales, a mis beaucoup de temps à arriver jusqu'à l'industrie. Et l'idée de Jérôme et du laboratoire à l'époque, c'était de lui trouver de nouvelles propriétés, de nouvelles applications et de rendre ce matériau fragile, l'associer à d'autres savoir-faire pour le rendre, lui donner de nouvelles indications. Ça, c'était vraiment l'histoire d'origine de NeurHacker. Oui, c'est ça. Le départ était effectivement d'essayer d'aller faire du fritage de ces matériaux pour partir d'une poudre et arriver à un matériau frité, consolidé, qui puisse effectivement être utilisé sous forme de blocs. Et puis après, vous avez été encore hyper créatif. Donc après le fritage, vous avez eu l'idée de l'associer à un polymère. Et c'est la deuxième photo qu'on voit en 2008. Donc là, il y a eu plusieurs thèses collaboratives, plusieurs thèses CIFRE entre NeurHacker et le laboratoire de Jérôme. L'idée était d'associer du coup la bioactivité avec des propriétés mécaniques liées au polymère pour avoir des implants. Notamment des implants pour la chirurgie du ligament croisé ou pour les chirurgies de l'épaule. Donc des vis, des tiges, des plaques. Et on a là un exemple où on a fait une implantation dans la brebis et on a des propriétés vraiment très 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 intéressantes que les autres produits, les autres technos n'ont pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment un produit qui se dégrade et au bout de quelques mois, l'os qui a été perforé a été remplacé par le nouvel os qui a été stimulé par cette vis en bioverre. Et pour les spécialistes ou les très initiés, on voit même qu'il y a de l'os à l'intérieur de la vis. Donc on a un matériau qui est ostéo-inductif et donc qui induit la croissance osseuse. En 2012, un autre moment important de notre collaboration entre NeurHacker et les laboratoires académiques, c'était ce projet BioBone qui était un projet européen avec un consortium très ambitieux, donc le laboratoire de Jérôme et notamment un autre laboratoire à Londres qui fait référence aussi dans le domaine des biomatériaux, en particulier du verre bioactif. Et ce projet était assez emblématique puisque il nous a permis d'aller à l'international assez rapidement pour NeurHacker et de rencontrer ces patrons de labo qui font référence dans notre milieu. Et on a aujourd'hui toujours des collaborations étroites avec les patrons de ces laboratoires et notamment Julian Jones, le chef de service de l'Imperial College, fait partie aujourd'hui du conseil scientifique en fait de NeurHacker. Donc c'est des histoires sur le long terme, mais l'international c'est pas seulement vendre des produits, c'est aussi de la science et des collaborations avec des intérêts communs. Ok, et du coup, je pense qu'on peut parler de votre positionnement à l'international et en gros, en fait, comme on est là pour parler de comment les Carnot peuvent accompagner les entreprises dans leur développement à l'international, qu'est-ce que vous a apporté cette collaboration? Tu l'as déjà un petit peu dit précédemment, mais en pratique, finalement, qu'est-ce qu'a apporté cette collaboration? Tout de suite, la collaboration, je dirais, d'un point de vue scientifique et de recherche, on publie, on va
communiquer dans des congrès à l'international. Alors, ce soit des congrès scientifiques, mais également des congrès. Nous, on fait beaucoup de congrès à l'attention des chirurgiens, puisque nos produits sont sur le marché. Donc, on a beaucoup de collaborations cliniques et scientifiques avec les chirurgiens. Et on essaye souvent d'apporter, de les enrichir, nous, sur la partie vraiment scientifique. Eux apportent la partie clinique. Et on a comme ça souvent des présentations très complètes sur l'apport de la science dans leur utilisation quotidienne clinique. Et je rebondirai peut-être aussi sur tout l'écosystème aussi qui permet de soutenir les PME pour aller à l'international sur les salons. Donc la Team France Export, les CCI. On va nous très régulièrement sur les salons de type Medica, Arabels, le CES. Donc voilà un endroit où on fait du business, mais en même temps on essaye de réfléchir à des nouveaux produits et des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, Noraker, c'est une société qui est présente dans une quarantaine de pays dans le monde. On est très bien présent en Europe, en Amérique du Sud. On démarre assez bien l'Asie et là, l'étape 2024, la grande étape 2024, c'est les États-Unis. Ok. Et globalement, pareil, c'est pas forcément prévu. Je pense que c'est intéressant. Quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'international ? Je le connais pas, donc ça m'intéresse. Aujourd'hui, c'est 75%. 75%. Donc c'est impératif d'aller à l'international pour une entreprise comme la vôtre. Et en fait, ça a été vraiment une pierre angulaire de Noraker. Tout de suite, dès que nos premiers produits ont été mis sur le marché en 2009, en 2010, la moitié de notre chiffre d'affaires était déjà fait à l'export. Parce qu'en fait, c'est ce que vous disiez, les investissements sont tellement longs, les durées de mise sur le marché sont tellement longs, et les technos, finalement, les techniques chirurgicales sont très standardisées aujourd'hui dans le monde. Un des pays qui a le plus accepté nos produits, c'est le Brésil aujourd'hui. Ce qui montre en fait la transversalité. Les chirurgiens, ils se forment à l'international et on a tout de suite nous visé ce marché international. Et heureusement, parce que vous citiez l'exemple 2020. 2020, la France et l'Europe s'arrêtent. On divise par 2 notre chiffre d'affaires dans ces pays-là. Heureusement qu'on avait coup de chance, peut-être, mais bon, la chance, il faut aussi l'attraper. On venait d'obtenir nos enregistrements en Australie et en Brésil, et ces 2 pays-là nous ont sauvés en 2020. Je ne sais pas si on sera encore là, si on n'avait pas pu vendre dans ces pays-là en 2020. Ok. Donc c'est vrai qu'on a fait un focus sur Mathéis, c'est notre laboratoire avec l'entreprise. En fait, c'est même plusieurs laboratoires dans l'Institut Carnot avec lesquels vous avez collaboré. Et avec plusieurs instituts Carnot, parce que je crois que vous avez aussi collaboré avec des collègues de Toulouse, par exemple. Oui. On a une collaboration, un projet ANR avec un laboratoire de Toulouse sur une techno, une cousine de la technologie BioVert. Qui est aussi c'est un biomatériau, on va dire une technologie qui se décline sur plein d'applications et sur plein de process. Et qui intéresse beaucoup, puisque aujourd'hui le chirurgien cherche non seulement à redonner de la fixation et une fonctionnalité, mais également à préserver sur le long terme en fait le tissu osseux. Et ça fait partie vraiment des réflexions des chirurgiens, des hôpitaux et des autorités de santé de régénérer sur le long terme pour éviter de remettre une prothèse dans 10 ans, dans 15 ans et de limiter les infections, de limiter les risques de réopération. Donc ça c'est effectivement avec l'Institut Carnot Sirimat. Une dernière chose, Céline, un conseil pour une petite entreprise qui voudrait se développer à l'international? Je pense qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, d'ailleurs? Faire ou ne pas faire, il faut faire. Je pense qu'on ne risque rien à faire, c'est ça. Et aujourd'hui, alors on en parlait. Il y a le plan France Export, tout le programme France Export, non, le programme France 2030, qui est un programme hyper ambitieux. Il y a 100 millions. Attendez, 100 milliards 100 milliards. 50 milliards, ouais, c'est ça. Mais global, sur la globalité. Et ce qui est très intéressant dans ce programme France 2030, c'est qu'il va vraiment de l'innovation jusqu'à l'international. Il accompagne alors l'écosystème public, mais également énormément les entreprises et les PME françaises, de l'innovation jusqu'à l'international. Et la Team France Export, qui a lancé sa 2e promotion des ambassadeurs de la Team France Export, insiste énormément pour accompagner les entreprises et les encourager à se lancer à l'international à travers des VIE, à travers les congrès sur lesquels il y a beaucoup d'accompagnement. Et le seul conseil, c'est de ne pas trop se prendre la tête, d'y aller. On n'a pas grand-chose, on n'a rien à y perdre en fait. Tout le monde parle très mal anglais. Donc
Donc il n'y a aucun stress à avoir là-dessus. Merci Céline, merci beaucoup. Un mot de la fin, Alexandre ? Je ne vais pas résumer ce qui a été dit. Je pense que c'était passionnant, divers. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand la technologie d'un Institut Carnot, elle s'impose en termes de rupture, en termes de niveau, en termes de l'état de l'art, il y a de fortes chances effectivement à ce que le produit qui est derrière a comme marché le monde entier. Donc c'est quand même l'élément de base qui fait que quand vous avez une différenciation dans votre produit, vous avez une forte chance effectivement de vous imposer, à condition, comme le dit Céline, il faut y aller. Donc ça, c'est la décision d'y aller, c'est aussi une stratégie qu'il faut avoir dès le départ avec les entreprises. Là où on peut les aider, c'est que nous aussi, on a un travail à faire pour que justement le label Carnot soit connu à l'international, mieux connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos entreprises qui travaillent avec des Carnots, qui vont à l'international en disant on a des collaborations avec tel qui sont Carnot, la crédibilité, je dirais, ça concourt à faciliter un certain nombre de choses sur ces territoires. Et de façon générale, je dirais que tout ça, c'est une question d'écosystème. Déjà, l'innovation, c'est une question d'écosystème. On ne peut pas faire seul. Il faut aller chercher finalement tous les leviers. Céline parlait de France 2030, donc toutes les initiatives qui sont issues de ça pour accompagner les entreprises. L'État met des moyens. Je pense que les Carnots, ils ont ça dans leur gène pour pouvoir booster finalement la capacité à nos partenaires de se projeter sur ces marchés. Et puis après, il y a des leviers, il y a des gens dont c'est le métier justement d'aller évaluer un marché en question pour savoir si ça vaut le coup d'aller au Brésil ou si c'est l'Allemagne, en fonction évidemment des usages. Parce qu'aujourd'hui, le produit, c'est une chose. Ce qui drive finalement le business, ce sont les usages. Et donc, intégrer l'usage dans la recherche pour que derrière, on puisse être vraiment en concordance par rapport à l'attente, je dirais, du client final. C'est la société, c'est les entreprises. Voilà, si je dois vraiment conclure, oui, l'écosystème pour moi est important et ça tombe bien parce que les Carnots, c'est un formidable écosystème. Merci Alexandre. Alors je ne sais pas à quel moment l'enregistrement est coupé, mais je pense qu'on peut prendre quelques questions s'il y a des questions dans la salle. Voilà, on a 2-3 minutes, on peut effectivement répondre à quelques questions, alors soit sur les cas pratiques, soit généralement sur ce que peuvent apporter les Carnots à l'international, ou peut-être vous avez été tellement clair que voilà, il n'y aura pas de questions. Non, merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Merci. Merci à toi.